Bonjour les barracudas et bienvenue dans cette 5ème bulle. Oui je sais, ce béret est plutôt mignon, oui. Aujourd'hui nous allons parler d'un soldat, mais pas n'importe lequel. Pour vous donner une petite idée, Terminator c'est du pipi de chat à côté. Si je vous promets. Le soldat dont on parle a fait la guerre des Boers en Afrique, puis la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, oui, il a été fait prisonnier en Italie, puis il en est ressorti, et puis dans la foulée, il s'est fait percer comme du gruyère comme pas possible. Il s'est même pris une balle dans la tête. Mais alors, quel est cet homme totalement sain d'esprit? Aujourd'hui, parlons de l'intrépide Adrian Carton de Wart. Sir Adrian Carton de Wart aurait pu être un garçon comme les autres, qui aurait pu se cantonner à ses études et terminer derrière un bureau. En fait, il aurait pu suivre les traces de son père et devenir comme lui grand avocat international. Il aurait vraiment pu se la couler douce. Mais on est en droit de penser que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme on aurait pu l'imaginer. Quand on retrouve quelques années plus tard ce cher Adrian, borgne et la main amputée, sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Tout avait bien commencé pourtant. Originaire de Bruxelles, il avait eu une enfance tout à fait tranquille avec son père, Léon Constant Ghislain Carton de Wart. C'est un peu court encore comme nom je trouve. Son père qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a été soupçonné d'être le fils illégitime de Léopold II. Qui ça, Léopold II? Ah, il s'agit juste du roi des Belges de l'époque. Bref, pour en revenir à Adrian, le p'tio est expédié en Angleterre pour intégrer le Balliol College de l'université d'Oxford. Donc une école quand même assez prestigieuse. Mais une fois sur place, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Non seulement Adrian se révèle assez dissipé en cours, mais en plus, il a un mal de chien à s'intégrer avec les autres. Mais tout de même de bonne volonté, il décide de s'inscrire à toutes les activités sportives de son université. Et il y en a beaucoup. Dans l'espoir de se faire des amis avec qui il pourrait bosser par exemple. Mais rien à faire, il n'a toujours pas plus de potes et n'obtient la moyenne à aucun de ses examens. Les études de droit auxquelles il était destiné lui semblent tout à fait bien loin maintenant. C'est alors qu'il a la plus brillante idée de sa vie, celle qui va lancer sa carrière. Il décide de s'engager dans l'armée britannique. Mais rappelons-le, il est quand même de Bruxelles ce petit Adrian. Il est donc obligé de s'enregistrer sous un faux nom pour pouvoir partir. Il faut vraiment le vouloir quand même. Et tout cela bien sûr sans que son père ne se doute de rien. Ni une ni deux, son petit stratagème prend, et il est nommé lieutenant de la cavalerie, du 4e Royal Irish Dragon Guards, un régiment de l'armée de terre britannique. Et son premier combat se déroule en Afrique, lors de la guerre des Boers, un conflit qui oppose l'armée britannique avec les républiques des Boers. C'était des états sud-africains à l'époque. Mais à peine vient-il de débarquer sur le champ de bataille qu'il se prend une balle dans le haut de la cuisse et une autre dans le ventre. Alors, quelle n'est pas la surprise de son père lorsqu'il voit son fils avec des médecins anglais? La conversation devait avoir un petit peu ce genre-là. Ils sont un peu violents les élèves d'Oxford, non? Votre fils faisait la guerre en Afrique, monsieur. Son père espérait suite à cette mésaventure que cela allait calmer les ardeurs d'Adrian et qu'il se remettrait sagement aux études. Mais je crois qu'un papa ne s'est jamais autant planté sur l'avenir de son gamin. Ses blessures, au contraire, ont renforcé l'idée d'Adrian qu'il n'est vraiment pas fait pour les études. Ce qu'il veut, c'est vivre l'adrénaline de la guerre. Alors, après s'être reposé contre son gré quelque temps, il repart aussi sec au combat. Retour donc en Afrique du Sud, où il est cette fois-ci aide de camp du général commandant en chef, pendant 3 ans. Toujours sous les ordres des Anglais, il est ensuite envoyé en Inde aux côtés des Français. Mais il ne trouve, hélas pour lui, rien à se mettre sous la dent, les temps étant plutôt calmes. Mais alors, quelle joie lorsque la Première Guerre mondiale est officialisée, durant l'été 1914. Il s'imagine déjà sillonner toute l'Europe, un colt et une mitraillette dans chaque main, prêt à bondir sur les ennemis de la liberté. Comment dire? Il a été plutôt déçu lorsqu'il apprit qu'il allait devoir combattre au Somaliland, un état situé dans la Corne de l'Afrique et qui n'est à ce jour toujours pas reconnu par l'ONU. Il n'a donc d'autre choix que de s'y rendre pour s'y faire blesser à l'oreille et à l'œil gauche. Mais pas question pour notre Terminator de s'arrêter pour autant. Il se précipite dans le premier hôpital du coin, histoire de rafistoler tout ça, et puis repart à la bataille. J'arrive les gars! À peine repostille une botte sur le terrain, qu'il se reprend une balle dans le même œil. Bon, cette fois il est KO, enfin... pas tout à fait, puisqu'alors que les infirmiers le tirent de force pour qu'il aille retrouver son père et se reposer, directement à Bruxelles, donc très loin du combat, il essaye de les persuader de le laisser rejoindre la France, donc là où ça canarde de partout. Curious, dites-vous? Restez concentrés, on n'a pas fini. Au passage, il est décoré du Distinguished Service Order, qui est une récompense militaire britannique décernée aux soldats méritants. On va dire que c'est le moins que puisse faire la couronne britannique pour l'avoir indirectement rendu borgne. Puis il est envoyé selon son désir en France. Dès 1916, il est donc probablement l'un des rares soldats à être tout content de traîner dans la boue des tranchées. Mais ça ne lui suffit pas de prendre le risque d'être présent sur le front. Ce qu'il veut, Adrian, c'est de l'action. Alors pendant la bataille de la Somme, il se leva à découvert, prêt à en découdre avec l'ennemi germanique. Oui. Bon,
Ça n'a pas loupé, il s'est pris une balle en pleine tête. Heureusement, il est rapidement pris en charge par l'équipe médicale, qui est assez étonnée que la balle a traversé tout son crâne sans causer aucun dommage mortel. Se pourrait-il qu'il n'ait pas de cerveau? Le doute est permis, hein. Et d'ailleurs, la première préoccupation d'Adrian dans tout ça, vous allez me dire, je vous le donne en mille, quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre ses flingues? Eh bien, ça n'a pas tardé. 3 semaines plus tard, il est de nouveau sur pied et il court se rendre à la bataille de Passchendaele, en Flandre occidentale. Voilà, c'est ici. Une province de sa bonne vieille Belgique. Au cours des combats, il est gravement touché à la hanche. Mais ça n'est pas grave. Il poursuit à la bataille de Cambrai, dans le nord de la France, où il se fait cette fois-ci blesser à la jambe. Mais ça n'est pas grave. On le redécore au passage de la Victoria Cross. C'est la distinction militaire britannique suprême, donc pour les petits curieux. On peut pas faire mieux, quoi. Nommé lieutenant-colonel en 1916, il poursuit son périple clopin-clopant jusqu'à Arras, où il perd son oreille et se prend plusieurs éclats de shrapnel. Des obus donc. Donc dans la tronche, mais aussi dans la main gauche. Et comment dire, ce n'est pas pratique de combattre avec ça. Il va donc faire un bref arrêt chez les médecins, qui refusent catégoriquement de l'opérer, et lui conseille plutôt de prendre du repos. Oui, voilà, le gros mot est lancé. Et Adrian, il est vraiment pas content, hein. Si les docteurs ne veulent pas l'aider, il s'aidera tout seul. Sans réfléchir davantage, il s'arrache lui-même les doigts, avec les dents. Borgné à moitié manchot, il réussit à se faire nommer major en 1917 et commande la 12e brigade d'infanterie un moment. Mais la guerre prend fin et elle n'a pas réussi à venir à bout de lui. Un peu déçu, il n'a à ce moment qu'une seule idée en tête. Encore du sang et de la destruction. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête ici, mais surprise! Non, bien décidé à rester dans l'armée, il part en Pologne, en tant que commandant en second de la mission britannique. Bon, en gros, ça veut dire qu'il s'occupe principalement de la paperasse, et aussi de temps en temps de tâches militaires importantes. Les plus connues d'entre elles relèveraient plutôt de la légende. On raconte par exemple qu'Adrian fut capturé par des soldats lituaniens, et aurait réussi à s'échapper, sinon c'est pas drôle. Mais aussi qu'il aurait repoussé tout seul un groupe de cavaliers soviétiques avec un pistolet, sinon c'est pas drôle. Passé toutes ces émotions, il décide de s'installer pendant 15 petites années en Pologne. Il devait peut-être avoir pris goût au pays. Mais dès que la Seconde Guerre mondiale éclate, il est déjà de boule pépère du haut de sa 60aine d'années. En 1940, on le retrouve donc à la tête du corps expéditionnaire anglo-français en Norvège. Mais les choses tournent mal lorsque ces hommes et lui se retrouvent seuls face à l'ennemi. Leurs alliés ont tous été tués et ils sont maintenant encerclés par les troupes adverses. Mais Adrian parvient à sauver in extremis sa peau, une fois n'est pas coutume vous me direz, et à retourner en Angleterre, où, cette fois-ci, il ne sera pas promu. Explication. Le journaliste et historien britannique Max Hastings, qui avait pris contact de Adrian du temps de son vivant, avait dressé son portrait. Aussi, il pense qu'il n'a pas été promu pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas fait pour prendre une place dans les hautes fonctions militaires. Parce que oui, au fond, ce que voulait Adrian, c'était se battre, être dehors avec ses grenades, qu'il dégoupillait avec les dents. Bah oui, il n'avait qu'une main, faut suivre un petit peu. Donc, au lieu de grimper en grade, notre Adrian est envoyé en mission dans toute l'Europe. Et la plus épique d'entre elles se passe en 1941, alors qu'il se rendait au Caire pour entamer des négociations avec le gouvernement yougoslave. Son avion se fait alors tirer dessus par des Italiens. Les moteurs de l'appareil sont touchés et il chute directement dans la mer Méditerranée. Et la légende veut qu'Adrian se soit réveillé juste à temps, donc au beau milieu de la flotte, avec l'épave de l'avion un petit peu dispersée, qu'il serait sorti de l'avion en train de sombrer, en prenant sur son dos le pilote, inconscient, et qu'il aurait regagné les côtes à la nage. Ce qui ferait donc de lui le mec le plus déterminé de l'histoire. Mais la légende s'arrête pas là, puisqu'à peine atteint-il le rivage, que les fascistes l'attrapent et l'emprisonnent dans l'un de leurs camps. Adrian tente alors de s'échapper une première fois, mais il est rattrapé au bout de quelques jours. Il tente une seconde fois, déguisé en paysan. Son accoutrement lui permet donc d'aller un peu plus loin, mais il finit encore par se faire rembarquer dans la prison. Et bon, il finit quand même par se faire libérer 2 ans plus tard, après avoir donné un petit coup aux Italiens pour faire une petite sortie de guerre sympathique. Une négociation, quoi. Voilà, c'est qu'Adrian, il est pas rancunier, quoi. De retour sur le sol anglais, on pourrait croire que ça y est, c'est terminé, qu'il va enfin se reposer. Bah non, quoi. À peine revenu au pays, il est convoqué par le premier ministre britannique, Churchill. Le vieux lion, comme on l'appelle, avait entendu parler de lui et avait décidé de l'envoyer en Chine comme représentant du gouvernement britannique. Tout à fait. Mais Adrian est un bien piètre diplomate, puisqu'il aurait apparemment gaffé plusieurs fois. Et il aurait même interrompu un hommage super important au Parti communiste, alors qu'il était à la table de Mao Zedong, le dirigeant en chef du Parti communiste chinois. Oui, c'est la boulette. Heureusement, on ne lui en tient pas rigueur, et on lui donne le droit de se carapater bien vite en avion. Mais enfin, il n'a pas été loin, puisque à peine décolle-t-il, que les passagers constatent que l'avion a quelques petits problèmes techniques. Ce petit problème technique se conclut donc dans la joie et la bonne humeur, dans un crash où tout le monde meurt, sauf Adrian. Oui, encore.
ça commence à être lassant. Il quitte donc l'armée en 1947, définitivement, ça y est, après avoir été criblé de balles, d'obus, avoir perdu son œil et sa main gauche, et après avoir gravement été blessé à la hanche, la jambe, la cheville, l'oreille, l'estomac et le visage. Il était temps. La mort, elle-même, ayant abandonné apparemment tout projet contre lui, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, Adrian put vivre tranquillement ses derniers jours, jusqu'à ses 83 ans. Dans ses mémoires, il y a écrit « Honnêtement, j'ai apprécié la guerre ». En tout et pour tout, il aura donc été décoré à 2 reprises, mais il a aussi été nommé chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, compagnon de l'ordre du bain, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, compagnon du Distinguished Service Order et chevalier de la Légion d'honneur. Ce qui n'est donc pas n'importe quoi. Je vous laisse le soin d'aller vous renseigner si ça vous dit sur ses rangs honorifiques. Mes sources sont en description comme toujours. Bien, alors la Poscaille, qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Complètement suicidaire, ou malchanceux, ou courageux, téméraire? Bon, vous pouvez débattre dans les commentaires avec... bravoure. Si vous avez des suggestions de personnages pour la prochaine bulle, n'hésitez pas. Et la chaîne que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui est celle d'un certain héros. Pas de guerre cette fois. Il s'agit d'Epileptic Man, un jeune homme épileptique qui vous raconte ses expériences, c'est-à-dire sa survie de tous les jours avec sa maladie. Et il produit aussi des courts-métrages vraiment très cool. Les conseils qu'il donne sont vraiment bien pensés et comme l'épilepsie peut toucher n'importe qui, j'ai trouvé ça intéressant de vous proposer sa chaîne. Le lien est en description comme toujours. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.